À Thanksgiving, maman m'a envoyé un texto, laisse tes enfants à la maison. Les enfants de ton frère ne veulent pas qu'ils gâchent le week-end au chalet. J'ai envoyé un pouce levé, et j'ai discrètement annulé le chalet à la montagne que j'avais payé pour tout le monde. 49 minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Puis, papa a dit une seule phrase qui m'a fait attraper mes clés sur le champ. Le texto est arrivé alors que j'étais 5e dans la file d'attente pour récupérer les enfants à l'école. Beckett était déjà sur le siège passager, car son professeur d'anglais laisse sa classe sortir 3 minutes plus tôt le mercredi, et Beckett lit tout ce qui arrive sur mon téléphone, comme tous les enfants de 11 ans lisent ce qui s'affiche sur le téléphone de leurs parents, c'est-à-dire, sans demander. J'ai entendu la vibration. Je l'ai senti se pencher par-dessus la console. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'arrête jamais. Il sait que le téléphone contient des parties de ma vie qu'il n'est pas censé voir, et il a appris à lire les parties qu'il voit avec une certaine platitude d'expression qui n'est ni enfantine, ni adulte, mais qui lui est propre. Le texto venait de ma mère, Trudy. Il disait, laisse tes enfants à la maison. Les enfants de Weston ne veulent pas qu'ils gâchent le week-end au chalet. Sloan pleure chaque fois que Red gagne au Uno, et les restrictions alimentaires de Beckett sont épuisantes. Tu peux venir si tu veux. Mais ceci n'est pas un endroit pour les enfants faibles. Beckett l'a lu. Il n'a pas cligné des yeux. Il a tourné la tête pour regarder par la fenêtre du passager. Il a observé une femme sortir d'une Subaru, 3 voitures devant nous, et ouvrir la portière arrière pour un enfant de maternelle avec un sac à dos Batman. Il a regardé le petit monter. Il a regardé la femme fermer la porte. Il a regardé la Subaru avancer. Puis il a dit, avec la voix d'un gamin qui a décidé que les mots ne sont que des mots, et que les mots ne peuvent pas vous faire de mal si vous les avez déjà rangés là où ils ne peuvent plus vous atteindre, c'est pas grave, maman. Ce n'était pas grave. Je n'ai pas répondu au texto tout de suite. La file a avancé. Sloan est sorti par la porte des CE1, son sac à dos à moitié ouvert et une dinde en papier découpé à la main. Elle est montée sur la banquette arrière. Elle a brandi la dinde. Elle avait des plumes faites de papier de construction collées au ruban adhésif. Elle avait écrit son nom sur le ventre au marqueur argenté. Elle a dit, Madame Kendrick a dit que la mienne était la plus grande parce que j'ai utilisé des plumes en plus. Beckett a dit, cool. J'ai quitté la file d'attente. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je n'ai pas regardé le téléphone. Sloan a tenu la dinde pendant tout le trajet. Beckett regardait par la fenêtre. Au feu rouge sur Birden Avenue, j'ai mis la main dans le vide-poche de ma portière et j'ai touché la boussole en laiton de grand-père Ellsworth, parce que je la touche quand je dois décider quel genre de personne je vais être ensuite. Et j'ai décidé, à ce feu rouge, à 15h22, le mercredi avant Thanksgiving, que j'allais être le genre de personne que mon grand-père aurait reconnu. Il aurait reconnu la version de moi qui ne répondait pas. Il aurait reconnu la version de moi qui n'expliquait pas. Il aurait reconnu la version de moi qui a dit une fois à voix haute, à personne en particulier, tu sauras où est le Nord toute ta vie. Certaines personnes ne l'apprennent jamais. J'ai déposé les enfants à la maison. J'ai envoyé un emoji pouce levé à Trudy. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Je me suis connecté au portail de réservation du chalet et, à 16h pile, j'ai annulé le chalet de montagne de 6 chambres que j'avais réservé, payé et confirmé pour 11 personnes au Blackberry Ridge Resort à Gatlinburg pour le week-end de Thanksgiving. 8 400 € remboursés sur ma carte. Des emails de confirmation d'annulation ont été envoyés automatiquement aux 11 membres de la famille dont les noms figuraient sur la réservation, car le logiciel de réservation du complexe envoie la confirmation à chaque invité listé pour la vérification de l'enregistrement. Une politique que Trudy m'avait un jour complimentée, parce que cela signifiait qu'elle n'avait pas à se souvenir des dates. Les emails sont arrivés dans les boîtes de réception à 16h07. Le téléphone a commencé à sonner à 16h11. Avant de vous dire ce que mon père a dit à 16h49, je dois vous dire 3 choses. 1. Je m'appelle Vivien. J'ai 39 ans. Je travaille comme experte en sinistre pour une assurance régionale, couvrant les réclamations auto et habitation dans tout l'est du Tennessee. Je parcours 30 000 miles par an à visiter des voitures accidentées, des allées en gravier, des maisons inondées dans des zones à risque, et des toits abîmés par la grêle au fond des impasses de lotissement. Je rédige des rapports qui déterminent si une famille récupérera sa cuisine ou non. Je suis doué dans mon travail parce que je suis doué pour repérer ce qu'une personne essaie de cacher, à l'intérieur d'une réclamation qu'elle pense simple, à l'intérieur d'une histoire qui ne colle pas sur le papier,
mais qui se lit de travers sur son visage. Je peux le voir. Ce n'est pas un talent. C'est une compétence que je pratique depuis l'âge de 15 ans, l'âge où ma mère a commencé à me mentir sur tout ce qui comptait, et où j'ai commencé à tenir les comptes sans dire que je les tenais. Mon grand-père Ellsworth m'a donné une boussole en laiton quand j'avais 12 ans. Pas pour un anniversaire, pas pour une remise de diplôme. Un mardi après-midi, dans sa cuisine à Sevierville, pendant qu'il préparait un croque-monsieur. Il a posé la boussole sur la table et a dit « Tu sauras où est le nord toute ta vie ». Certaines personnes ne l'apprennent jamais. Il n'a pas expliqué. Je n'ai pas demandé. J'ai gardé cette boussole dans le vide-poche de chaque voiture que j'ai possédée depuis mes 16 ans. Elle a été dans 3 voitures. Elle a été sur chaque parking de chaque sinistre que j'ai expertisé. Elle a été dans la file d'attente de l'école chaque mercredi de la vie de Beckett, et chaque mercredi de la vie de Sloan. Mon grand-père est mort l'été de mes 22 ans. La boussole indique toujours le nord. Elle ne s'est jamais trompée. 3. Mes enfants sont Beckett et Sloan. Beckett a 11 ans. Il a la maladie cœliaque, il ne peut pas manger de gluten. C'est le cas depuis ses 4 ans, quand il s'est plié en 2 lors d'une sortie scolaire et a vomi dans l'allée d'un bus, pour être diagnostiqué le mardi suivant. Ma mère qualifie sa maladie cœliaque de « restrictions alimentaires » depuis 7 ans. Elle la qualifie de « restriction que ta fille a inventée pour être difficile » depuis 6 d'entre elles. Elle n'a jamais préparé un repas sans gluten chez elle. Quand nous venons, Beckett mange un sandwich au beurre de cacahuète sur du pain sans gluten que j'apporte dans un sac en plastique dans mon sac à main. Voilà de quoi parlait le texto de ma mère. Voilà ce qu'elle voulait dire par « épuisante ». Elle parlait d'un sandwich au beurre de cacahuète. Sloan a 8 ans. Elle est petite pour son âge, et elle pleure quand elle perd. Ces pleurs ne sont pas de la manipulation, ni de la faiblesse. Ce sont les pleurs d'une petite personne qui apprend encore que ne pas gagner n'est pas la même chose que ne pas compter. Elle finira par le comprendre. Elle est en train de le comprendre. Mon fils ne mange pas de gluten, ma fille pleure au Uno, et je les ai élevés tous les deux dans une maison de 2 chambres sur Chapman Lane après que mon ex-mari a déménagé à Nashville avec une femme rencontrée lors d'une conférence professionnelle en 2020. Et je les ai bien élevés. Et le fait que ma mère pense que la maladie auto-immune de mon fils et le cœur tendre de ma fille sont des choses qui gâchent les week-ends au chalet, n'est pas un problème qui concerne mes enfants. C'est un problème qui concerne ma mère. Hollis vit à côté. Elle a 55 ans et a été professeure d'anglais au collège pendant 31 ans avant de prendre sa retraite il y a 2 ans. Son mari, Ri, est décédé il y a 4 ans d'un cancer du pancréas. La semaine où mon divorce a été finalisé, Hollis est venue un dimanche après-midi avec des lasagnes emballées dans du papier aluminium et un puzzle de 500 pièces représentant un phare. Elle s'est tenue dans ma cuisine pendant que je pleurais dans un essuie-tout, et elle a dit « J'ai apporté 2 choses. L'une d'elles est pour les enfants. » Devine laquelle. Beckett et Sloan ont fait le puzzle sur la table de la salle à manger pendant 4 heures. J'ai mangé les lasagnes seul au comptoir de la cuisine et je me suis ressaisi. Hollis n'est pas restée pour me regarder manger. Elle a fait le puzzle avec les enfants. Elle n'a pas reparlé du divorce en 4 ans. Elle vient juste les dimanches maintenant. Parfois avec de la soupe, parfois avec un livre qu'elle pense que Beckett devrait lire, une fois avec un sac d'oignons de son jardin parce qu'elle en avait trop. C'est la personne que j'appelle quand je dois quitter la maison et que je ne peux pas emmener les enfants. C'est la raison pour laquelle je peux quitter la maison. Si c'est l'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Le Coin Reddit, parce qu'à 16h49, mon père a appelé et a dit une seule phrase. Et je connais mon père depuis 39 ans, et je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de la manière dont il a dit cette phrase. À 16h11, Trudy a appelé la première fois. À 16h14, la deuxième. À 16h19, la troisième. Entre 16h11 et 16h49, elle a appelé 6 fois. Mon frère Weston a appelé 3 fois. La femme de Weston, Camilla, a appelé 2 fois. Ma tante Cordelia, qui était sur la réservation parce qu'elle passe toujours Thanksgiving avec nous, a appelé 1 fois. Les enfants de Weston, à l'école, n'ont pas appelé car ils étaient en classe, mais la fille de Weston, Palmer, 7 ans, a envoyé un texto à ma fille, Sloan, depuis le téléphone de sa mère à 16h33 avec le message « Ta maman a annulé le chalet. » Pourquoi? Sloan m'a montré le texto. Je lui ai dit de ne pas répondre. Elle n'a pas répondu. Je n'ai répondu à aucun des appels.
J'ai fait des macaronis au fromage avec la boîte sans gluten. J'ai laissé Beckett faire chauffer son propre hot dog au micro-ondes parce qu'il aime le faire lui-même. Sloan était assise à la table de la cuisine, dessinant une deuxième dinde à envoyer à ma tante Cordelia, car Sloan fait des doubles de tout ce dont elle est fière. Beckett faisait ses devoirs au comptoir. Il faisait des divisions longues. Il ne m'a pas regardé. Il savait que le téléphone sonnait. Il savait qui appelait. Il n'a pas demandé. À 16h49, mon père, Foster, a appelé. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie. Mon doigt était sur le bouton de refus. Puis je me suis souvenu que mon père n'appelle pas. Il envoie des textos. Il envoie des articles du Knoxville News Sentinel sur le football des lycées locaux. Il envoie des photos de ses plants de tomates en juillet. Il n'appelle que 2 fois par an, et ces 2 fois sont pour mon anniversaire et ceux de mes enfants. Et il appelle à midi pile à chaque fois, car il a un rappel de calendrier récurrent que Trudy a configuré pour lui en 2016. J'ai répondu. Sa voix était faible. Il n'a pas une voix faible. Il a la voix d'un homme qui a dirigé un petit atelier de réparation de moteurs à West Knoxville pendant 32 ans, avant de prendre sa retraite à 66 ans avec un problème cardiaque et une femme qui ne l'a jamais laissé prendre une décision sans lui demander d'abord. Sa voix n'est pas celle d'un homme qui a peur. La voix au téléphone avait peur. Vivien, ta mère a épuisé mon second crédit hypothécaire en achetant des cadeaux pour les enfants de Weston. S'il te plaît, viens seul. Je suis resté figé dans ma cuisine. Beckett a levé les yeux de ses divisions. Sloan a levé les yeux de sa dinde. Ils ne savaient pas ce qu'il avait dit, mais ils avaient entendu mon souffle se couper. Beckett a 11 ans et Sloan en a 8, et tous les deux savent à quoi ressemble le silence quand une mère vient d'entendre une mauvaise nouvelle d'un père qui, d'habitude, ne parle pas. Papa, ça va? Non. Viens. Quand a-t-elle fait ça? Sur 18 mois. Je ne savais pas combien jusqu'à mardi. Je ne savais pas tout jusqu'à il y a 1 heure, quand l'email d'annulation du chalet est arrivé dans ma boîte de réception, et que j'ai regardé le compte sur lequel il était remboursé. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien dessus. J'ai ouvert le dossier. J'ai regardé chaque relevé. Elle a fait du shopping. Elle a acheté. Elle a dit à tout le monde que j'avais approuvé. Je n'ai pas approuvé. Je ne savais pas. Où est maman en ce moment? Dans le salon, elle regarde la roue de la fortune. Elle ne m'a pas parlé depuis 16h12. J'arrive. Donne-moi 40 minutes. J'ai raccroché. J'ai regardé Beckett. J'ai regardé Sloan. J'ai dit, Hollis va venir s'asseoir avec vous. Je dois aller chez Papy Foster. Beckett a dit, est-ce que Papy va bien? Pas vraiment. Je vais l'aider. Sloan a dit, on devrait venir. Non, ma chérie. Ça, c'est une affaire de grand. Sloan a accepté, car Sloan accepte presque tout ce que je lui dis. Beckett m'a regardé une seconde de plus, puis est retourné à ses divisions. Il n'a pas demandé ce que ma mère avait fait. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà que c'était ma mère. J'ai appelé Hollis. Elle a dit, donne-moi 4 minutes. Elle était là en 3. Je me suis garé dans l'allée de mes parents sur Cherry Hill Road à 18h47. La maison était la même que mon père avait achetée en 1978, quand il avait 22 ans, Trudy 20, et que mon frère Weston n'était pas encore né, et que je ne naîtrais que 11 ans plus tard. C'était un plein-pied en briques avec 3 chambres et une véranda qu'il avait construite lui-même en 1994. Elle était payée depuis 2019. Elle aurait dû être l'actif financier le plus sûr de la vie de mon père. Foster a ouvert la porte d'entrée avant que je ne frappe. Il semblait plus mince que la dernière fois que je l'avais vu, il y a 6 semaines, au match de foot de Sloan. Il avait perdu peut-être 4 kilos. Son visage était gris. Ses mains tremblaient un peu. Je n'avais jamais vu les mains de mon père trembler. Il m'a conduite dans la cuisine. Sur la table, il y avait une pile de papier de 30 cm de haut. Des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit, des relevés de lignes de crédit hypothécaires, des factures Nordstrom, des factures Amazon, un dossier intitulé « Médical », de l'écriture de Trudy, un dossier intitulé « Impôts », de l'écriture de Foster, et par-dessus tout. Une impression de l'email d'annulation du chalet, celui qui était arrivé dans la boîte de réception de Foster à 16h07 avec pour objet
votre réservation au Blackberry Ridge a été annulée, et le montant total du remboursement visible dans le corps du message. Foster s'est assis à la table de la cuisine. Il m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. Je me suis assise. Il a dit, j'ai ouvert le relevé de la ligne de crédit en premier, car c'était celui qui avait le moins de sens pour moi. Vivien, regarde ce qu'elle a acheté. J'ai regardé. Le relevé couvrait les 6 derniers mois. Il listait 47 charges. Nordstrom 13 fois, Amazon 18 fois, Best Buy 3 fois, un revendeur Peloton une fois, un concessionnaire de sport motorisé à Alcoa appelé Ilbi Motor une fois pour 4 842 €. Un paysagiste à Farragut pour une installation récréative, une fois pour 12 300 €. J'ai regardé les achats détaillés d'Amazon, des vêtements de marque pour enfants, des iPads Apple, des parures de lit pour enfants, un chien robot, des Lego, tout expédié à l'adresse de Weston et Camilla sur Ridgeway Drive. Le peloton était pour le 10e anniversaire de Rhett. Rhett a 10 ans, il n'a pas besoin d'un peloton. La charge de 4 800 € chez Ilbi Motor était un mini VTT électrique pour Palmer. Palmer a 7 ans. L'installation récréative de 12 300 € était un trampoline enterré de qualité professionnelle, installé dans le jardin de Weston en septembre. Foster a dit, le trampoline, je l'ai vu à la fête du travail. J'ai demandé à Weston comment il pouvait se le permettre. Il a dit que Trudy avait un peu aidé. Je n'ai pas demandé ce que un peu voulait dire. Je ne voulais pas me disputer avec elle. Je suis passé au relevé du second crédit hypothécaire. Foster avait contracté un second crédit sur la maison en 2019 pour 60 000 €, afin de couvrir les derniers frais de démarrage de l'entreprise de mon frère. Une faveur que Foster et Trudy avaient choisi de faire, et dont je n'étais même pas au courant à l'époque, car je traversais mon divorce cette année-là et personne ne m'avait rien dit. Le crédit était censé être remboursé. Il avait augmenté. Le solde actuel était de 132 000 €. Trudy avait tiré dessus 11 fois en 18 mois. Chaque retrait entre 5 000 et 12 000 €. Chacun étiqueté comme un virement vers un compte Nordstrom, un chèque personnel à Weston, ou un paiement à un fournisseur dont Foster n'avait jamais entendu parler. 132 000 € de dette sur une maison qui était payée depuis 2 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, restez. Le coin Reddit est l'endroit où le second crédit sur une maison payée vous révèle ce qu'un mariage a vraiment été. Foster m'a regardé. Il a regardé le dossier intitulé « Médical ». Sa voix était stable, comme la voix d'une personne qui a répété une phrase pendant des heures et qui a décidé qu'elle ne pouvait la dire qu'une seule fois, et pas plus. Le docteur Rasmussen a programmé la réparation de la valve mitrale pour le 18 décembre. C'est dans 32 jours. Le reste à charge, après Medicare et ma mutuelle, est de 41 000 €. J'en ai parlé à ta mère en août. Elle a dit qu'elle s'occuperait de l'épargne. Je vérifiais le mauvais compte. Je vérifiais le compte courant du ménage. Elle a vidé la ligne de crédit, le second crédit. Et le compte d'épargne que j'avais ouvert en 2018 pour nos voyages de retraite. Le compte d'épargne a 416 € dessus. Il y avait 38 000 € en avril. Il ne pleurait pas. Il faisait ce que les hommes de son âge font au lieu de pleurer, c'est-à-dire poser sa main à plat sur la table et appuyer. Je n'ai pas 41 000 €. Je n'ai pas 4 000 €. J'ai 416 €, et une maison payée qui ne l'est plus. Si nous ne payons pas la compte pour l'opération avant le 5 décembre, ils ne la programmeront pas. Le docteur Rasmussen a dit que si j'attends après janvier, ma fraction d'éjection va chuter en dessous de 30%, et ils ne pourront plus faire la réparation. Ils devront faire un remplacement. Le remplacement est une opération différente. La convalescence est plus longue. Mon assurance en couvre moins. Je n'ai rien dit pendant un long moment. La main de Foster est restée à plat sur la table. Vivien. Je ne sais pas quoi faire. Je ne t'ai jamais rien demandé de toute ta vie. Je te le demande maintenant. Pas de l'argent. De l'aide. Je ne sais plus comment parler à ta mère. Je ne sais plus comment parler à ton frère. Weston était au courant. Il le sait depuis plus d'1 an. Camilla me l'a dit ce soir quand je l'ai appelé. Je l'ai appelé avant de t'appeler. Toi. Elle vient ici demain matin avec quelque chose qu'elle doit me donner, et elle m'a demandé de m'assurer que tu serais là quand elle le fera. Le salon était silencieux. La roue de la fortune était terminée depuis 20 minutes, Jeopardy avait commencé,
et Trudy avait monté le volume, car Trudy monte toujours le volume quand une pièce où elle n'est pas ne lui prête pas attention. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers l'entrée du salon. Ma mère était dans son fauteuil. Elle avait un verre de vin blanc sur la table d'appoint. Elle avait son téléphone sur ses genoux. Elle faisait défiler l'écran. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Maman. Tu as annulé le chalet. J'ai annulé le chalet. C'était un week-end en famille. C'était un week-end où l'on a dit à Beckett que sa nourriture le gâcherait, et à Sloan qu'elle était trop faible pour y assister. Trudy a enfin levé les yeux. Elle a posé son téléphone, écran vers le bas, sur la table. Elle s'est levée lentement, de la manière dont elle se lève quand elle a décidé qu'un moment exige de la prestance. Elle est entrée dans la cuisine sans me regarder. Je l'ai suivie. Foster était toujours à table. Il ne s'est pas levé. Trudy s'est arrêtée au milieu de la cuisine. Elle m'a regardé. Pas Foster. Elle n'avait pas regardé Foster depuis 16h12. Tu élèves des enfants fragiles. Vivien. C'est la vérité. Beckett ne peut pas manger de gluten parce que tu l'as laissé abandonner les choses à 4 ans. Sloan pleure parce que tu ne lui as jamais dit que le monde se fiche de ses sentiments. Et tu restes là à faire comme si payer pour un chalet faisait de toi une mère. Weston a construit ses enfants. Toi. Tu gardes les tiens entre deux services. Il y a une différence. Il y a toujours eu une différence. Ton père ne veut juste pas le dire. Car il pense que je suis dur avec toi. Je ne suis pas dur avec toi. Je suis honnête avec toi. Tu as élevé des enfants faibles et tu le sais. C'est pour ça que tu as payé pour le chalet, parce que payer est la seule chose que tu saches faire. La main de Foster s'est crispée sur la table. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai regardé ma mère. J'ai dit, papa m'a appelé à 16h49. Le second crédit a 132 000 € de retard. Tu l'as dépensé pour les enfants de Weston. 22 mots. Trudy ne s'est pas assise. Elle n'a pas reculé. Elle a fait ce qu'elle fait depuis 39 ans, se défendre avant même que l'accusation n'ait fini d'atterrir. Ton père est confus. Ces médicaments le rendent confus. Foster a dit, de la table, sans lever les yeux, le médicament est un diurétique, Trudy. Ça n'affecte pas la mémoire. Arrête. Elle s'est tournée vers moi. Sa voix a monté d'un demi-ton, comme elle le fait quand elle change d'angle. Vivien, tu es jalouse de Weston depuis que tu as 4 ans. C'est toi qui trouves un moyen de lui faire du mal. Ton père est assis à cette table depuis 40 minutes, et tu lui as raconté une version de l'histoire qui n'en est pas une. Il est malade. Il a peur. Tu profites d'un homme malade. J'ai dit, les relevés sont sur la table, maman. Les dates sont dessus. Ton nom est dessus. Elle s'est retournée vers Foster. Sa troisième défense était déjà prête. Foster, c'était l'idée de Weston. Je l'aidais. Il était sous pression, ses affaires allaient mal. Je ne voulais pas l'embarrasser. Tu n'étais pas censé voir les relevés tout de suite. J'allais te le dire après ton opération, une fois que tu serais guéri. Je te protégeais. Foster a levé les yeux pour la première fois. Il a regardé sa femme de 46 ans. Son visage n'exprimait pas la colère. Il exprimait la lassitude d'un homme qui a passé sa vie à accepter des versions d'histoire qui embellissaient sa femme, et qui avait finalement arrêté. Trudy, tu as acheté un peloton arrête pour ses 10 ans, et tu n'as pas dit à Weston que ça venait d'un second crédit sur cette maison. J'ai demandé à Weston à la fête du travail. Il a dit que tu avais un peu aidé. Il ne savait pas que c'était ton argent. Il savait que c'était l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Tu as laissé notre fils penser qu'il recevait de l'aide d'une mère qui pouvait se le permettre. Il ne savait pas que j'avais une insuffisance cardiaque. Il ne savait pas que le docteur Rasmussen avait programmé une réparation. Tu ne lui as rien dit de tout ça. Tu lui as dit que tu allais bien. Tu lui as dit que j'allais bien. Il ne te le pardonnera pas quand il l'apprendra. Et il va l'apprendre. Parce que je vais le lui dire demain matin. Le visage de Trudy a fait 3 choses successivement. Sa bouche s'est entr'ouverte d'un demi-centimètre, puis s'est refermée. Ses yeux sont allés vers Foster, puis vers la pile de relevés sur la table, et enfin vers moi. Ses mains,
qui étaient sur ses hanches, ont glissé le long de ses côtés, puis se sont posés derrière elle sur le comptoir. Et le comptoir était la seule raison pour laquelle ses mains sont allées quelque part, car sinon elle ne serait allée nulle part et y serait restée. Elle avait perdu 1 centimètre de hauteur dans les 10 secondes qu'il avait fallu à Foster pour prononcer ces 5 phrases. Elle avait l'air, pour la première fois de ma vie, de quelqu'un de plus petit que la cuisine. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est sortie de la cuisine. Elle est passée devant moi. Elle est passée devant la table. Elle a descendu le couloir jusqu'à leur chambre. Elle a fermé la porte. Elle ne l'a pas claquée. Elle l'a fermée comme les gens ferment les portes quand ils réalisent que la porte est la dernière chose qu'ils contrôlent encore. J'ai failli la suivre, non pas pour me disputer, mais pour dire une phrase de plus. J'avais une phrase en bouche que je retenais depuis l'âge de 15 ans, et que j'avais décidé à 22 ans, aux funérailles de grand-père Ellsworth, que je ne dirais jamais à ma mère. La phrase était « Grand-père savait. Il savait ce que tu étais. Il m'a donné la boussole pour que je trouve mon chemin pour sortir de là. » Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas suivi. La main de Foster était toujours à plat sur la table. Et la main de Foster était la raison de ma présence. Et la main de Foster était plus importante qu'une phrase que je gardais depuis 24 ans. Camilla est arrivée à 10 heures le lendemain matin. Elle s'est garée dans la rue, pas dans l'allée. Elle est sortie de sa Honda avec une enveloppe Kraft et a remonté l'allée d'entrée, vêtue d'un pull vert et d'un jean. Elle avait pleuré, pas des larmes fraîches, mais le genre de larmes qui durent depuis 2 ans et se sont installées dans les muscles du visage, ne se montrant que lorsque la personne essaie de sourire. Je connaissais Camilla depuis 11 ans. Elle avait épousé Weston en 2013, lors d'une petite cérémonie dans un vignoble à Sevierville que Foster avait aidé à payer. Elle avait été silencieuse lors des événements familiaux aussi longtemps que je l'avais connue. J'avais supposé que ce silence était de la timidité. Je m'étais trompé. C'était le silence d'une femme qui observait quelque chose pourrir depuis 2 ans, sans personne à qui elle pouvait le dire en toute sécurité. Foster et moi étions à la table de la cuisine. Foster buvait du café. Il avait mangé du pain grillé ce matin-là, la première chose qu'il mangeait depuis mardi. Camilla s'est assise à la 3e chaise. Elle a posé l'enveloppe au milieu de la table. Elle a regardé Foster. Elle m'a regardé. Sa main est restée sur l'enveloppe un moment avant de la lâcher. Son alliance a capté la lumière de la cuisine. Elle l'a tournée une fois avec son pouce, comme les gens tournent leur bague quand ils s'apprêtent à dire des choses qu'ils ont gardées pour eux. Je tiens les comptes depuis 2 ans. J'ai commencé quand un livreur UPS a livré un peloton chez nous que Weston n'avait pas commandé et ne pouvait pas expliquer. J'ai appelé votre mère. Elle a dit que c'était un cadeau de son compte personnel. J'ai dit, Trudy. Un peloton coûte 3200 €. Elle a répondu, Camilla. Mes affaires personnelles ne sont pas vos affaires. J'ai raccroché. J'ai ouvert un document Google ce soir-là. J'y ai ajouté des informations chaque fois que quelque chose arrivait chez nous que Weston n'avait pas acheté et ne pouvait pas expliquer. Cette enveloppe contient des captures d'écran de chaque livraison. Chaque conversation, chaque texto que votre mère m'a envoyé à propos des cadeaux. Et chaque texto qu'elle a envoyé à Weston lui disant que Vivien refusait d'aider la famille. Elle dit à Weston depuis 2 ans qu'on vous a demandé de contribuer aux dépenses familiales et que vous avez refusé. Elle lui dit que vous thésaurisez votre salaire. Elle lui dit que vous avez annulé Noël 2 fois parce que vous ne vouliez pas dépenser d'argent pour ses enfants. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais que ce n'est pas vrai depuis 1 an. Et je n'ai rien dit parce que je ne savais pas comment le dire sans mettre fin à mon mariage. Je vous le dis maintenant parce que j'ai lu l'email d'annulation du chalet hier. Et j'ai réalisé que ma belle-sœur est sur le point d'être blâmée pour quelque chose que ma belle-mère fait à mon beau-père depuis 2 ans. Et je ne peux pas la voir être blâmée pour une chose de plus qui n'est pas la sienne. Elle s'est arrêtée. Elle a repris son souffle. Son pouce était toujours sur sa bague. Foster, je veux que vous sachiez que je n'ai pas dit à Weston que je venais ici aujourd'hui. Je lui ai dit que je retrouvais une amie pour un café. Il ne sait pas que ce dossier existe. S'il l'avait su, il aurait essayé de vous l'expliquer d'abord. Je ne voulais pas que ce soit expliqué. Je voulais que ce soit lu. Foster a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte. Il a lu la première page. Il l'a reposée. Il a regardé Camilla. Weston croit que je refuse d'aider. Camilla a hoché la tête.
Depuis combien de temps? Depuis environ 18 mois, quand Trudy a commencé à lui demander des sommes plus importantes. Elle lui a dit qu'elle avait d'abord demandé à Vivien. Et que Vivien avait dit non. Il m'a demandé une fois si nous devions arrêter d'inviter Vivien aux événements familiaux. J'ai dit non. Il était blessé. Il pensait que sa sœur avait abandonné cette famille. Il porte ça depuis 18 mois. Il en veut à Vivien pour quelque chose qu'on n'a même jamais demandé à Vivien de faire. Foster a regardé l'enveloppe. Il m'a regardé. Il a regardé Camilla. Sa main s'est de nouveau posée à plat sur la table. Il faisait ça quand il avait besoin d'une surface contre laquelle appuyer. Et je comprenais maintenant qu'il appuyait sa main contre des tables depuis bien longtemps avant cette semaine, car un homme qui a été discrètement géré pendant 46 ans apprend à s'accrocher aux choses plates. J'ai regardé la boussole sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Je l'avais ramenée de la voiture en arrivant la nuit dernière, car je ne voulais pas la laisser dans le vide-poche alors que j'allais être absente toute la nuit. Elle était sur le rebord, au-dessus de l'évier. La lumière du matin frappait le laiton. L'aiguille pointait vers le nord. Elle pointait vers le nord car c'était le même nord qu'elle avait toujours indiqué, et ma mère avait construit une décennie de ressentiment entre mon frère et moi à partir de directions qui n'existaient pas. Les 8 choses qui se sont produites au cours des 3 semaines suivantes sont des faits. 1. Foster a appelé la banque de la ligne de crédit le vendredi à 8 h et a gelé le compte. Trudy a essayé de retirer 3 000 € le vendredi matin à 10 h 14 pour acheter un chèque cadeau Nordstrom à sa sœur. La carte a été refusée. Elle a appelé la banque. La banque lui a dit que le titulaire du compte avait gelé la ligne. Elle a appelé Foster. Foster n'a pas répondu. Elle a appelé 11 fois. Il n'a répondu à aucune d'elles. 2. Le service de facturation de cardiologie de Foster a restructuré la compte pour l'opération. Vivien l'a accompagné au rendez-vous. La responsable de la facturation était une femme nommée Bev, qui travaillait au cabinet de Rasmussen depuis 19 ans. Bev n'a pas demandé pourquoi l'argent n'était pas disponible. Bev l'a simplement restructuré. Les 41 000 € sont devenus 980 € par mois pendant 42 mois, garantis par la police d'assurance vie de Foster, qui était au seul nom de Foster, et dont Trudy n'avait jamais connu le montant. La date de l'opération du 18 décembre est restée au calendrier. 3. Weston m'a appelé à 14 h le vendredi après-midi. Sa voix était rauque. Vivien, j'ai lu le dossier de Camilla. Un silence. Je ne savais pas, je sais que tu ne savais pas. J'ai été un con avec toi pendant 1 an et demi pour de l'argent qu'on ne t'a jamais demandé. Oui, c'est vrai. Je vends le peloton, le VTT et le trampoline. Je vais envoyer l'argent à papa. Envoie-le au compte de cardiologie de papa, pas à papa. Bev s'en occupera. D'accord. Une pause. Vivien. Oui. Camilla m'a dit qu'elle a failli me quitter à cause de ça. Tu le savais? Non, je ne le savais pas, je vais en thérapie lundi. J'y vais d'abord seul, puis avec Camilla. Je lui demande de rester. Bien, Weston. C'est bien. 4. Trudy s'est présentée à ma porte le dimanche matin avec un bracelet d'hôpital au poignet droit. Elle a dit qu'elle avait été admise pendant la nuit pour des douleurs thoraciques. Elle a dit que le stress avait été trop fort. Elle a dit qu'elle avait besoin que je comprenne. Elle a levé son poignet pour que je puisse voir le bracelet. Le bracelet était jaune. Les admissions d'urgence ont des bracelets rouges. Les bracelets jaunes sont pour les consultations externes. J'avais été marié à un infirmier en soins intensifs pendant 9 ans. Je connaissais les codes couleurs comme je connaissais mon numéro de sécurité sociale. J'ai regardé son poignet. J'ai regardé son visage. J'ai dit, c'est un bracelet jaune, maman. C'est pour les consultations externes. Pourquoi y es-tu vraiment allé? Elle n'a pas répondu. Elle est restée sur mon porche, le poignet toujours en l'air. J'ai failli dire quelque chose sur le bracelet, sur les gardes de Ray, sur le fait que j'avais passé 9 ans à regarder un homme rentrer des soins intensifs, enlever sa propre blouse et accrocher son propre badge au crochet près de la porte. Sur le fait que j'avais appris les codes couleurs non pas dans un livre, mais sur les bras d'enfants que j'avais aimés. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai fermé la porte. Elle est restée sur le porche encore 6 minutes avant de retourner à sa voiture.
5. Ma tante Cordelia a posté une capture d'écran dans le groupe de discussion familiale le lundi. 33 personnes. La capture d'écran de Cordelia était celle de la page de statut des récompenses de fidélité Nordstrom de ma mère, à laquelle Cordelia avait accès car elle et Trudy partageaient un compte Nordstrom depuis 2011. La page montrait les achats de ma mère depuis le début de l'année, 28 411 €. La légende de Cordelia était d'une seule ligne, Trudy, ma page de récompense montre que nous avons dépensé 28 411 € cette année. Mes achats ont été de 340 €. D'où viennent les 28 071 € restants? 15 personnes ont quitté la conversation dans les 72 heures suivantes. Trudy a quitté la conversation le mercredi. Elle n'a pas posté de réponse. Il est resté 18 personnes dans la conversation, et aucune d'elles n'a parlé pendant les 6 jours suivants. 6. Mardi matin, l'assistante sociale en cardiologie de Foster au cabinet de Rasmussen, une femme nommée Denise, a déposé un signalement pour abus financier sur personnes âgées auprès des services de protection des adultes du Tennessee. Elle l'a déposé après que Foster a mentionné, lors de son entretien préopératoire, que sa femme avait vidé ses comptes de retraite, son compte d'épargne médicale et sa ligne de crédit hypothécaire sur 18 mois sans son autorisation. Denise n'a pas demandé la permission. Denise était assistante sociale en cardiologie depuis 22 ans, et elle savait ce que son travail exigeait quand un patient avec une réparation de valve programmée avait 416 € sur son compte d'épargne et une femme qui ne dormait pas dans la même chambre. Les services de protection des adultes, APS, ont ouvert une enquête en 72 heures. Un enquêteur nommé Marlin a appelé Foster le jeudi. Il a appelé Trudy le vendredi. Trudy n'a pas répondu. Il l'a rappelé le lundi. Elle a répondu. L'entretien a duré 41 minutes. Il l'a interrogée sur le second crédit, les retraits sur la ligne de crédit, le fournisseur dont elle n'avait jamais parlé à Foster, et les virements étiquetés comme des chèques personnels. Il lui a demandé si elle avait signé le nom de son mari sur des documents. Elle a dit, « J'ai son tampon de signature pour nos comptes joints. » Il me l'a donné. Il a demandé s'il lui avait donné la permission de l'utiliser sur le refinancement du second crédit en 2022. Elle a dit, c'était implicite. Il a noté cela. L'affaire APS est restée ouverte en attente d'un examen plus approfondi, ce qui signifiait qu'une audience obligatoire était prévue pour janvier et qu'un enquêteur de l'État serait présent. L'avocat de Trudy, un homme qu'elle avait engagé le mardi, qui n'avait jamais traité une affaire APS auparavant, lui a dit que l'audience était sérieuse. Elle lui a demandé si elle pouvait éviter d'y assister. Il lui a dit qu'elle ne pouvait pas. 7. Foster a emménagé dans ma chambre d'amis le mardi suivant. Il a dit à Trudy que c'était pour être plus proche de son cardiologue avant l'opération. C'était à moitié vrai. L'autre moitié était qu'il ne pouvait plus être dans la maison avec elle. Foster a dormi dans la chambre d'amis pendant 11 nuits avant que Trudy n'appelle et lui demande ce qu'il voulait. Sa voix au téléphone était égale. « Je veux que tu arrêtes. » « Arrêter quoi ? » « Tout ça. »« Foster, je ne sais pas comment. »« Ce n'est plus mon problème. C'est entre toi et toi-même. » Il a raccroché. Trudy a rappelé 4 fois cette nuit-là. Foster n'a pas répondu. 8. Weston a vendu le peloton pour 1800 €. Il a vendu le VTT électrique à une famille de Sevierville pour 2900 €. Il a essayé de vendre le trampoline enterré, mais les frais de dépôt étaient plus élevés que la valeur de revente. Il a payé une équipe de paysagistes 1400 € pour combler le trou du trampoline et réensemencer la pelouse. Il a envoyé 4700 € au total au compte de cardiologie de Foster. Bev les a appliqués. Le plan de paiement de Foster est passé de 980 € par mois à 840 € par mois. Weston ne m'a pas rappelé pendant 4 mois. C'était la bonne durée. 18 mois de ressentiment envers une sœur ne s'effacent pas en un appel téléphonique. Ils s'effacent dans le silence, dans des paiements trimestriels pour la facture de chirurgie cardiaque d'un père, et en se présentant quand personne ne vous a demandé de le faire. Weston a envoyé l'argent tous les mois. Il n'a pas envoyé de texto à ce sujet. Il ne voulait pas en avoir le crédit. Il faisait ce que l'on fait quand on a eu tort pendant longtemps, et que la seule monnaie que l'on a est la constance. Trudy est venue pour l'opération de Foster le 18 décembre. Elle s'est assise dans la salle d'attente. Elle ne s'est pas assise à côté du fauteuil de Foster avant qu'il ne soit emmené. Elle s'est assise à 2 chaises de distance, avec un siège vide entre eux. Elle avait un sac de tricot qu'elle n'a pas touché. Elle avait apporté du café dans un thermos qu'elle n'a pas bu.
Elle a regardé le visage de Foster pendant qu'il était encore éveillé, et elle n'a rien dit, et Foster ne l'a pas regardé. L'opération de Foster a duré 4 heures et 11 minutes. Pendant ces 4 heures, Trudy est restée assise sur la même chaise. Elle n'est pas allée à la cafétéria. Elle n'est pas allée aux toilettes. Elle n'a pas regardé son téléphone. Elle s'est assise avec le sac de tricot sur ses genoux et ses mains sur le sac, et elle a regardé les portes battantes par lesquelles Foster avait été emmené. Et elle ne m'a pas regardé, ni Weston, qui était arrivé à la 2e heure et s'était assis de mon côté de la salle d'attente. Le docteur Rasmussen est sorti après et nous a dit, à moi, Trudy et Weston, que la fraction d'éjection de Foster devrait remonter à 50% en 6 mois. Trudy s'est levée. Elle a regardé Rasmussen. Puis elle m'a regardé. Elle a dit, je suis contente. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a quitté l'hôpital ce soir-là, alors que Foster était encore en salle de réveil. Elle n'est pas venue le voir chez moi depuis. Il ne lui a pas demandé de venir. L'audience APS a eu lieu 3 semaines après l'opération. Trudy y a assisté seule. Son avocat était assis à côté d'elle. Le rapport de l'enquêteur recommandait une tutelle financière supervisée par l'État sur tous les comptes joints que Foster détenait encore avec elle. Le juge l'a accordé. Trudy ne pouvait plus rien signer avec le nom de son mari. Elle ne pouvait plus puiser dans aucun compte portant son nom. Elle ne pouvait plus être crue sur papier, aux yeux de l'État du Tennessee. Et le papier était le seul endroit où elle avait jamais vraiment vécu. Samedi matin, 3 semaines après Thanksgiving. Ma cuisine sur Chapman Lane. Beckett et Sloan étaient à table, mangeant des pancakes que j'avais fait avec un mélange sans gluten que Beckett approuvait et que Sloan tolérait. Foster était dans mon salon, dans le fauteuil que j'avais acheté chez Costco à Farragut en 2019, pendant mon divorce, parce que j'avais besoin d'un fauteuil où je pouvais mettre mes pieds en l'air quand la maison était silencieuse. Foster avait les pieds en l'air. Il lisait le journal. Il lisait la section des sports. Il avait meilleure mine qu'il n'en avait eu en 6 mois. Ses couleurs étaient revenues. Ses mains ne tremblaient pas. Il avait repris 2 des 4 kilos perdus. Hollis était au comptoir de la cuisine avec une tasse de café contenant de la crème, parce que Hollis prend de la crème et que je n'avais que du lait d'avoine. Elle avait apporté sa propre crème dans un petit bocal maçonne, car Hollis est une femme qui ne s'attend pas à ce que les cuisines des autres s'adaptent à elle, mais qui ne s'en passe pas non plus. Le matin de Noël, Beckett est entré dans ma chambre avant que Sloan ne soit réveillé. Il portait sa robe de chambre. Il s'est assis au bord du lit. Il a dit, « Maman, est-ce que Mamie Trudy vient aujourd'hui ?» J'ai dit, « Non, mon chéri. » Il a dit, « À cause de l'argent ?» J'ai dit, « À cause de l'argent, et à cause de ce qu'elle a dit sur toi et ta sœur. » Il a hoché la tête une fois. La même platitude que dans la file de l'école. Il a dit, « D'accord. » Il est sorti. Il n'a pas redemandé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas réagi. Il a 11 ans et il a appris à recevoir des informations sur sa famille sans visage pour les accompagner. Et je ne sais pas si c'est une compétence que je lui ai enseignée, ou une cicatrice que je lui ai donnée, ou les deux. Et j'ai décidé que les deux est une réponse avec laquelle je peux vivre, parce que les deux est la vérité. La boussole en laiton de grand-père Ellsworth était sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'évier. Je l'avais mise là le matin de l'arrivée de Foster. Je ne l'avais pas bougée depuis. La lumière du matin frappait le boîtier. L'aiguille pointait vers le nord, comme elle l'avait fait depuis 1953, l'année où grand-père a acheté la boussole, l'année où mon père est né, l'année où ma grand-mère était encore en vie, l'année où personne dans cette histoire n'avait pris aucune des décisions qui nous avaient amenés ici. L'aiguille se moquait des décisions. L'aiguille continuait simplement de pointer. De l'autre côté de la ville, ma mère était seule dans sa maison sur Cherry Hill Road. Le compte Nordstrom était fermé. La ligne de crédit était gelée. Le second crédit était sur un plan de remboursement que Foster avait négocié avec la banque et qui prendrait 9 ans à rembourser. Le peloton était parti. Le VTT électrique était parti. Le trou du trampoline était comblé. La tutelle financière de l'APS était en vigueur. Le groupe de discussion familiale comptait 18 personnes, et aucune d'elles n'avait parlé depuis 6 jours. Ma mère était assise à la table de la cuisine où mon grand-père Ellsworth avait mangé des croque-monsieur quand j'avais 12 ans, et avait posé une boussole en laiton sur la table en me disant que je saurais où était le nord toute ma vie. Mon grand-père avait été le beau-père de ma mère.
Il s'était assis à cette table une centaine de fois. Il ne lui avait jamais donné de boussole. Il avait su ce qu'elle était. Il avait su ce qu'elle deviendrait. Et un samedi matin de mi-décembre, ma mère était assise à la même table, sans boussole. Et elle ne savait pas où était le nord. Et elle ne l'avait jamais su. Et elle avait passé toute une vie à prétendre que la direction était quelque chose que l'on pouvait acheter chez Nordstrom. Sur mon comptoir de cuisine, Hollis versait de la crème de son bocal maçonne dans son café. Elle a remué une fois. Elle a pris une gorgée. Elle a regardé Beckett, qui coupait son pancake en morceaux de la taille de timbre-poste, car c'est ainsi que Beckett coupe les pancakes. Elle a regardé Sloan, qui dessinait une dinde sur une serviette, car Sloan dessine des dindes sur des serviettes maintenant, comme d'autres enfants dessinent des cœurs. Elle m'a regardé. Elle a dit, la boussole rend bien sur la fenêtre. J'ai dit, elle a toujours bien rendu. Je ne savais juste pas que c'était sa place. Elle a hoché la tête une fois. Elle a pris une autre gorgée de café. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, abonnez-vous à Le Coin Reddit et partagez-la avec la personne à qui on a dit que ses enfants étaient le problème, par la personne qui vidait discrètement la famille pour nourrir celle qu'elle avait choisie. Mon grand-père Ellsworth m'a donné une boussole en laiton quand j'avais 12 ans et m'a dit que je saurais où était le nord toute ma vie. Il ne m'a pas dit que j'aurais besoin d'apprendre à quoi servait le nord. Je l'ai appris un mercredi de novembre, à 15h22, dans la file d'attente de l'école, avec un garçon de 11 ans sur le siège passager qui n'a pas scié face à la cruauté de sa grand-mère, et une fille de 8 ans sur la banquette arrière. Tenant une dinde en papier qu'elle avait faite avec des plumes en plus. La boussole indique le nord. Les pancakes étaient chauds. Le fauteuil était occupé. Et la maison était silencieuse, comme le sont les maisons quand les personnes à l'intérieur sont celles qui étaient censées y être depuis le début.